Le moins qu'on puisse dire à propos de 2020 est que c'est l'année de tous les défis, notamment au niveau scolaire, où toute la communauté a dû s'adapter rapidement à un nouveau mode d'enseignement. Ce changement a provoqué l'inquiétude d'un bon nombre de parents. Le comité a donc tenu à organiser cette rencontre avec le père recteur pour justement dissiper un peu de ces appréhensions et répondre à toutes vos questions. Père Cherville, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bienvenue à l'ère du Corona chez moi. Ça fait longtemps. Comment évaluez-vous le déroulement de cette année scolaire? Grande question. Je ne sais pas si je peux évaluer le déroulement de toute une année scolaire. En tout cas, je pense que ça va sans dire que l'année n'est pas une année ordinaire. Et c'est la deuxième année où on est touché, cette fois-ci par le début, pas par la fin comme l'année dernière. On est touché par cette épidémie qui n'est pas, il faut peut-être le rappeler, qui n'est pas seulement au Liban, qui est au niveau du globe terrestre. Partout, ce problème existe. L'année au niveau scolaire n'a pas été ordinaire parce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé à Barda. On a passé 2 semaines confinés parce que nous étions considérés comme une zone rouge. Et puis la rentrée en semi-présentiel ou en hybride, ça dépend comment on veut l'appeler, elle a été vraiment une rentrée pour préparer l'après. Parce qu'on savait qu'on allait avoir des problèmes à tous les niveaux, des problèmes techniques, des problèmes pédagogiques, des problèmes logistiques, la question du service des transports, tout ça, vraiment dans notre tête, les 2 semaines où on était à l'école, il y a maintenant 1 mois, c'était 2 semaines pour la préparation malheureusement de l'année, parce que je pense que je ne dis pas un secret aux parents, que l'année est une année perturbée. Et tous les indicateurs, à mon avis, vont dans le sens que le vaccin ne sera pas fonctionnel ou ne sera pas au Liban avant mars-avril. C'est-à-dire, on doit se mettre en tête qu'on a une année de challenge et on va relever ce défi. C'est-à-dire, ça ne sera pas la première année de notre histoire où on a des difficultés, mais ce sont des difficultés d'un autre genre cette fois-ci. En général, vraiment, je dois vous dire, et les gens croient que j'exagère quand je dis ça, vu la situation du pays, vu la situation de notre communauté, de l'école, de nos profs, etc., je pense qu'on s'en sort pas si mal que ça. Je ne veux pas dire que c'est extraordinaire, loin de là, mais par rapport à ce que je vois ailleurs, même dans d'autres pays, nous arrivons quand même, malgré tout, à gérer. Et moi, j'aimerais bien, dès le début de cette rencontre, de dire souriez un peu, détendez-vous un peu. La vie, malgré tout, est belle et c'est à la fin la vie qui va vaincre. Et le collège sera mieux qu'avant, et ça, c'est une promesse. Okay, la vie va reprendre son cours ordinaire, j'espère, l'année prochaine. Et ce n'est pas la peine d'être complètement abattu. Et non. Et je tiens à le dire parce que j'entends beaucoup autour de moi que des élèves sont vraiment désespérés, ne sont pas contents, des parents aussi, ils ont peur, la situation économique, oui, tout ça est vrai, mais ça n'aura pas le dernier mot. Et ça, je tiens à le dire dès le début. Alors, on recommence lundi l'école. Vous pensez que le système hybride va pouvoir durer? Bonne question. Je vais vous dire quelque chose, mais il ne faut pas durcir ce que je dis. Moi, je crois qu'on ne va pas trop tarder à l'école aussi cette fois-ci. Je pense que le temps de cette deuxième rentrée va être autour de 2 à 3 semaines, vu la situation et la progression de l'épidémie. Pourquoi? Parce que les chiffres vont augmenter d'une manière, à mon avis, exponentielle. Alors, les gens sont un peu négatifs en disant « à quoi bon on a fermé le pays 2 semaines ?» C'est vrai, on n'a pas vu une amélioration notoire. Mais on peut dire quand même que les chiffres n'ont pas augmenté, sauf les chiffres peut-être de mortalité. Il y a le taux de létalité au Liban a un peu augmenté, mais quand même, on est encore, on tourne autour de 2000, un peu moins que 2000. Je pense que dans les 2 semaines à venir, on va dépasser le 2000. Et vu la situation, peut-être 1-2 semaines avant Noël, peut-être il va y avoir une autre décision de refermer le pays. Je dis peut-être, j'en sais rien. Et je tiens aussi à dire ça pour aussi rassurer la communauté. Moi, je ne suis pas ni ministre de la Santé, ni ministre de l'Éducation.
C'est-à-dire les décisions concernant l'ouverture et la fermeture ne dépendent pas de nous. En matière de santé, je suis tenu à obéir vraiment à 100% à ce que l'État décide en matière de santé. Pas en matière de basketball, entendons-nous, mais en matière de santé, parce que vous comprenez, hier j'ai été scandalisé, et je peux le dire parce qu'on parle en famille quand même. J'espère qu'on ne va pas transmettre ça, mais j'ai été scandalisé par la décision hier. On l'a tous été. Franchement, quand j'ai lu ça, je ne savais pas si je devais rire ou pleurer, parce que vu notre situation, qu'on prenne une décision pour suivre un match de football, qu'on arrête l'école, même quand l'école est vraiment en distanciel pour un match de basketball. J'ai trouvé ça un peu trop, franchement. On a parlé du système hybride et surtout de l'adaptation rapide qu'on est en train de faire oui. et que l'école est en train de faire oui. Suivant ce système. Quels sont les défis que vous avez relevés juste avec les quelques semaines passées en hybride? Le système hybride, à mon avis, est un bon système dans la situation actuelle. Il y a des gens qui ont adopté le système hybride avec la formule suivante. Les élèves vont à l'école tous les 2 jours, mais le jour où ils sont à la maison, ils travaillent. Le collège a pris une décision, je dois dire qu'elle est un peu presque unique au Liban. Je dis presque unique, et même dans le monde, on a pris la décision de transmettre en direct ce qui se passe en classe. Ce qui est pas facile. Pourquoi pas facile? Parce qu'au début, la connexion n'était pas bonne. On a amélioré la connexion. Je dirais l'infrastructure, ça et là un ordinateur ancien qui n'a pas fonctionné, ou la connexion Wi-Fi n'était pas bonne, etc. Mais en même temps, vous comprenez, si on veut prendre l'option de l'hybride sans transmettre en direct, qu'est-ce qui va se passer? Véritablement, on va travailler la moitié du programme. Et c'est pour cela que j'ai accepté de prendre un peu les critiques, parce qu'on a l'habitude, quoi qu'on fasse, on est un peu critiqué, et de relever le challenge de la transmission en direct des classes, sachant que peut-être, si ça va être le système adopté sur quelques mois, peut-être dans certaines classes, il faut réduire le nombre d'heures transmises à la maison, parce qu'un enfant, je ne sais pas, de 7-8 ans, 6 heures devant son ordinateur, ce n'est pas très pédagogique, à la limite, ce n'est pas très humain. Mais je souhaite dans toutes les classes garder un minimum de contact quotidien avec l'école. Les élèves, quoi qu'on dise, ont besoin de cette régularité, ça les structure. Le danger de cette année, c'est nos élèves qui ne sont pas trop structurés, surtout les petits. Une école, on peut critiquer autant que vous voulez, mais ça structure la vie, ça rythme une semaine. Quand l'école n'est pas là, la vie n'est pas comme d'habitude. Alors, il y a des challenges. Et nous, moi, c'est aussi une promesse. Je vais essayer de soulever tout ce qui concerne le côté technique de notre côté. C'est-à-dire tout ce qui est ordinateur, tout ce qui est connexion, tout ce qui... Mais il y a une seule chose que je ne peux pas faire. C'est la connexion qui nous est donnée par l'État. Ça n'enlève pas. Et vraiment, on a pris beaucoup de décisions, même on a fait des commandes un peu folles en Chine et à droite et à gauche, j'aurai le temps peut-être d'en parler, pour améliorer l'infrastructure de l'école en matière d'informatique, et on va le faire. Il est temps, on est un peu en retard par rapport à d'autres pays, l'école, tôt ou tard, doit être numérisée. Et ça faisait partie des projets que j'ai que j'ai préparés depuis 5 ans. Je savais que l'école allait être numérisée. Mais je pense qu'avec la crise du corona, on voit de plus en plus l'importance que l'école soit numérisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un ordinateur devant chaque enfant, dans chaque classe. Mais ça, c'est un projet, peut-être on en parlera une autre fois. Mon père, en répondant à cette question, vous avez parlé de 2 choses qui sont aussi des questions de parents qui nous sont parvenus. Il y a la question des programmes. Est-ce que vous voyez un changement dans le programme de certaines classes, vu la situation? Oui. Et la deuxième question, ou bien vous répondez ensuite, je vous... Comme vous voulez, parce que moi j'ai tendance à trop parler, alors n'hésitez pas à m'arrêter, je ne serai pas... Je vais lancer... Okay, oui, écoutez, la question des programmes est une question très délicate parce que comme d'habitude dans notre communauté, il y a 2 tendances. La première à dire il faut absolument tout faire. Et la deuxième consiste à dire que dans une année exceptionnelle, on ne peut pas tout faire, il faut choisir. Quand même, le collège, surtout dans les classes secondaires, et je dirais à partir de la 3e, est tenu à faire et assurer les programmes et un bon niveau avec les programmes.
J'ai une crainte avec la formule distancielle complète. C'est que les profs maintenant sont en train de nous dire « Ah, ça avance à merveille, on est rapide, on termine rapidement. » Et moi, tout de suite, mon souci, mon premier, est-ce qu'ils sont en train de bien assimiler? Est-ce que ces enfants ont le temps humain de digérer ces cours qu'on est en train de transmettre, ou seulement on est en train de dire voilà, on a accompli notre devoir, on a fait le cours? Moi, je ne suis pas du tout de cette tendance, et pas seulement moi, vous savez, dans la tradition de ce collège, qui est la tradition jésuite, si un choix s'impose entre la quantité et la qualité, bien sûr, on choisit la qualité. Mais dans le cas du secondaire, et vous comprenez les enjeux pour les universités, on ne peut pas, par exemple, enlever 2-3 chapitres de français ou de maths, on ne peut pas. Parce qu'à l'université, les élèves doivent fonctionner comme tout le monde. Et quand je dis à l'université, malheureusement, je ne parle pas des universités au Liban, je parle des universités un peu partout. Il faut que nos élèves aient un niveau, et un bon niveau. Il faut qu'on garde le bon niveau du collège. C'est ça notre challenge. Pour les petits, je serai moins idéologique et moins catégorique. Je dis que les petits auront le temps de se rattraper, surtout les petits. On n'est pas vraiment tenu à tout faire, mais il y a des constantes. Notre souci dans les petites classes, la maternelle, la deuxième, l'écriture, la lecture, les chiffres, tout ça, on ne peut pas régler ça à 100% dans la formule, même semi-présentielle. On va essayer, mais on peut par exemple laisser tomber un cours, je ne sais pas, de grammaire ou de qawaid en 5e, parce qu'en 4e et en 3e, on va le refaire. Vous comprenez, mais c'est un jugement un peu difficile à faire. Il faut voir dans chaque matière, et là je dois saluer les coordinateurs et les professeurs. Moi, je me fie à eux. C'est eux les experts. C'est eux qui vont me dire, ou ils l'ont fait, voilà, il y a des chapitres qu'on peut laisser pour l'année prochaine, et il y a des chapitres qu'on doit absolument faire maintenant. Mon père, parlant des âges et parlant de l'assimilation des enfants, oui. Des acquis, il y a les petits enfants, les plus jeunes, et selon les parents, chacun a le souci de son enfant par rapport à son âge. Donc, les plus petits ont beaucoup plus de mal de se mettre devant les ordinateurs et de se concentrer. Alors que les plus âgés, disons, sont peut-être, prennent les choses un peu plus au sérieux et pourraient préférer la formule online, ou bien assimileraient mieux les choses qui se donnent à distance. Est-ce que vous envisagez une différente approche pour les petits par rapport aux plus grands? Écoutez, ça serait une formule à étudier. Moi, j'ai appris, surtout cette année, à ne rien décider comme ça. C'est-à-dire, si quelqu'un me pose une question, je dis, écoutez, donnez-moi le temps, parce que le sujet est très compliqué. Je dois avoir l'aval de nos équipes. Parce que vous savez, le recteur qui vous parle sans les profs et sans les préfets n'a aucune efficacité. Je dois d'abord voir avec les soldats de l'école. Et les soldats réels sont les profs et les préfets. Et bien sûr, je les salue, peut-être il y a certains qui sont en train de nous suivre. 2, je dois avoir votre aval. Avant de me poser la question, si vous faites une enquête auprès des parents, est-ce qu'ils acceptent, par exemple, si on décide de ramener tous les élèves de la maternelle à la 9e à l'école. Est-ce que les parents acceptent? Vous voyez, ce sont des décisions qui doivent être vraiment gérées d'une manière très collégiale et d'une manière très sage. Il ne faut pas précipiter ce genre de décision. Mais si vous me dites, est-ce que vous êtes prêts? Je vous dis prêt si la communauté est prête. On peut en discuter. Faut-il faire la différence entre les 15-17 ans et les 5-10 ans? Je pense que oui. Parce que vous savez, c'est une banalité de dire que le système immunitaire chez les enfants est mieux que chez les plus âgés. On peut étudier cette affaire. Mais d'abord, mettons en place, comme il faut, la formule semi-présentielle. Et une fois cette formule est stable et à peu près satisfaisante, on peut penser à faire évoluer la formule. On peut amener des nuances, des modifications selon les âges. Mon père, dans la formule semi-présentielle, il y a les parents qui ont opté pour l'enseignement exclusivement en ligne, pour des considérations personnelles.
comment on peut tranquilliser ses parents, parce qu'on a reçu beaucoup de coups de fil, comme quoi les enfants n'auront pas la même éducation, si vous voulez, que ceux qui viennent à l'école. Écoutez, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Il faut qu'on décide. Moi, je comprends et je respecte qu'il y ait des parents qui ont peur pour leurs enfants. Mais aussi, je leur lance un appel en direct qu'il ne faut pas trop paniquer. Quand même, le monde entier est en train de vivre cette crise. Les enfants sont, à mon avis, les moins exposés. Et après tout, il y a leur année en question. Une année qui se perd, elle est perdue. C'est pour respecter la vie de ses parents que j'ai décidé de transmettre en direct. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça qu'on a donné le choix aux parents. Ceux qui n'ont pas envie d'envoyer ils ont peur d'envoyer leurs enfants, ils ont le droit de suivre de la maison. Mais il y a quand même une petite limite, et je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Un enfant a besoin de quelques moments d'évaluation, parce que les évaluations en ligne, elles sont satisfaisantes, mais elles ne sont pas suffisantes. Et il faut qu'il y ait un moment où on a un examen avec plusieurs notions, il faut que l'élève apprenne à mettre plusieurs notions en même temps, utiliser plusieurs paramètres, et ça, la formule examen est très importante. Donc, même vous les ramènerez à l'école ? Écoutez, on va demander à tous les élèves, même ceux qui sont tout le temps chez eux, à un moment donné, il ne faut pas que l'année passe sans qu'il y ait 2 grands moments forts, à savoir 2 examens, sinon l'année serait condamnée. Il ne faut pas se leurrer. Nous ne sommes pas encore préparés pour cette école, si vous voulez, complètement à distance. Ça, peut-être, ça sera dans quelques années, pas maintenant. Vous voyez ? Maintenant, si l'affaire devient une affaire vraiment familiale, urgente, cosmique, etc., et les parents tiennent absolument à garder leurs enfants, on peut en discuter, parce qu'encore une fois, moi je considère qu'on est en famille, il n'y a pas de formule figée. Non, mais on peut discuter, et que ces parents, moi je suis prêt à faire une réunion avec eux, à les écouter, à entendre un peu leur appréhension, et on peut trouver une formule. Mais quand même, les examens à l'école à un moment donné seront très importants, et vous savez, on a aménagé maintenant les 6 salles d'examen. On va organiser des examens ou des évaluations d'une manière à ce que les élèves vraiment soient pratiquement très loin les uns des autres, et ça va s'étaler peut-être sur plusieurs jours, mais je pense que c'est une procédure plus que nécessaire pour donner un tout petit peu de sérieux à cette année. Je peux rassurer les parents en disant la consigne à tout le monde qu'au niveau des notes, des évaluations, vraiment la consigne, soyons indulgents, soyons compréhensifs. Ce n'est pas maintenant le moment vraiment de placer la barre très haut à l'égard des élèves. On comprend tout ça. Surtout à l'égard des élèves, peut-être dans le secondaire, qui ont des soucis pour l'université, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'on va brader le système. Ça ne veut pas dire qu'on va donner des notes n'importe comment. Vous savez, il y a un peu d'indulgence quand même. Pas seulement un peu, beaucoup d'indulgence. Mais vous savez, le seul capital que nous avons dans ce pays, c'est l'éducation. Et le seul capital que nous avons en tant que communauté, c'est le nom Collège Notre-Dame de Jamon. C'est un nom qui ouvre des portes à nos enfants à l'avenir. On a un capital de confiance à plusieurs niveaux, et il ne faut pas le brader, il ne faut pas le négliger. Même dans une crise pareille, il faut qu'on trouve notre manière à nous de garder un bon niveau, tout en étant compréhensif, tout en étant indulgent, bien sûr, ça va de soi. Il y a encore une question à ce sujet. Pour les élèves de 12e, apparemment les cours ne sont pas retransmis en ligne. Juste la question concernant ce point spécifique, puisque suivant la décision du collège, les élèves de Saint-Grégoire ne rentreront pas, les classes de 12e ne rentreront pas à l'école à partir de lundi. Donc pour ceux qui ne vont pas venir à l'école, au collège Notre-Dame de Jamon, pourront-ils suivre les cours online avec les élèves de Saint-Grégoire? C'est une question qui a été posée. C'est-à-dire les élèves vont rentrer, mais peut-être pas lundi. Je pense, franchement, j'ai laissé la décision au préfet, mais les élèves de 12e vont rentrer. C'est une question de 1 ou 2 jours seulement. C'est une question de préparation, parce que toujours avec les petits, il y a un peu plus de précautions à prendre, mais ils vont rentrer. Bien sûr, si les élèves sont chez eux, ils peuvent suivre avec les autres, bien sûr, ils peuvent. Bien sûr.
Et mon père, concernant cette formule hybride, est-ce que vous pensez que l'enseignement dans l'avenir pourrait continuer de cette façon, va changer? Est-ce que l'expérience par laquelle on passe aujourd'hui pourrait changer l'enseignement à l'avenir? Je pense que l'enseignement a déjà changé. Peut-être les gens, parce qu'ils sont dedans, n'ont pas vu, mais déjà nous avons changé. Moi, comme directeur d'école, j'ai changé. J'ai évolué avec la situation, j'ai changé d'avis sur certaines choses. Je pense que les profs ont changé, mais je préfère dire ont beaucoup évolué. Parce qu'aujourd'hui, grâce, je l'appelle le grand maître, grâce à Corona, tous les profs ont été amenés à entrer dans la mentalité numérique. Aujourd'hui, l'enseignement a changé, il est dans le processus de changer et va changer. Cette expérience est utile pour l'avenir, oui, parce que les élèves à l'avenir ne seront pas condamnés à rester 9 heures à l'école. Par exemple, cette année, on a pris la décision qu'après 2h30, tous les cours dans le secondaire, ça sera à distance, même dans des temps ordinaires. Et peut-être ça va nous faciliter aussi la question, par exemple, des absences des profs. Il y a des profs, pour une raison ou une autre, qui ne peuvent pas se déplacer pour venir à l'école. Qu'est-ce qui nous empêche à l'avenir de leur demander d'assurer les cours à distance? Il y aurait d'autres aspects, c'est-à-dire, je ne vais pas être trop technique, mais si j'entre un peu dans la mentalité numérique et dans ce que le numérique nous offre aujourd'hui, la manière de préparer un cours avec le numérique sera différente et elle est déjà différente. L'usage des vidéos, l'usage des capsules, l'usage de la télé, etc. Même l'usage, vous voyez, on n'a jamais fait une rencontre avec les parents comme aujourd'hui. Même nous, vous avez changé. C'est la première fois où on fait une rencontre comme ça en live via Facebook. Ça peut sembler bizarre, mais on s'adapte. Et je pense que l'enseignement doit suivre, et ceux qui ne suivent pas cette évolution seront condamnés à quitter ce travail. Parce que ou bien on suit l'évolution, ou bien dans l'avenir, dans 5 ans, on n'aura plus de travail. Et il faut être réaliste. Et sur ce point particulier, avant de passer à la question suivante, je suis sûre que tous les parents remercient les efforts qui ont été fournis par les profs qui deviennent très créatifs dans la façon de donner leurs cours en ligne. C'est vraiment quelque chose que beaucoup de parents ont soulevé et qu'on aimerait aussi souligner dans cette rencontre aujourd'hui. Écoutez, moi aussi j'ai découvert les capacités de certains profs à distance parce que nous avons été surpris agréablement surpris dans tel ou tel cas. La rapidité à laquelle ils se sont adaptés. Oui, et vous savez, c'est les crises qui sont d'une certaine manière le temps de l'évolution des gens. Dans une période de crise, ou bien on évolue d'une manière positive, ou bien on régresse. C'est pour cela, parfois, les crises sont très utiles dans la vie d'une institution. Maintenant, ça et là, il y a eu quelques, si vous voulez, comportements qui nous ont dérangés, mais je profite un peu de cette occasion pour vous en parler. Certains, ils ont filmé des profs en train de donner des cours, et puis on les a partagés sur WhatsApp pour critiquer tel ou tel aspect de leur enseignement. Je dois dire aux parents, grâce à Dieu, on est des êtres humains. Et grâce à Dieu, on n'est pas parfait au niveau personnel et au niveau institutionnel. Bien sûr, dans notre institution, il y a des choses à améliorer, il y a des profs peut-être qui doivent évoluer, qui doivent changer, etc. On ne nie pas ça. Mais je pense que dans cette période, le respect entre nous est un élément clé pour que cette expérience soit vraiment positive. Alors, je vous en supplie, vous pouvez dire ce que vous avez envie de dire contre les profs, contre les préfets, contre le recteur, contre l'institution. Il y a une place à la parole de tout le monde. Mais n'oubliez pas le respect, parce que sans respect, on ne peut pas vivre ensemble. Okay. Merci. Revenons au Corona. Quelles sont les dispositions qui ont été mises en place par le collège au niveau de la prévention? Et s'il y a un cas à l'école, comment vous êtes en train de gérer ça? Écoutez, quand vous savez que nous avons une compagnie qui s'occupe du nettoyage, cette compagnie a été déjà alertée depuis l'année dernière et même j'ai fait appel à des spécialistes cette année, enfin l'année dernière déjà, des spécialistes qui traitent avec les hôpitaux
pour vraiment être sûr de la qualité du nettoyage et de la désinfection des classes et tout cela. On est en train de faire ce qu'on peut faire. Est-ce que c'est suffisant? Jamais. Est-ce que cela veut dire qu'il n'y aura pas de cas de corona? Jamais. Ça ne serait pas réaliste de dire ça. Je pense que nos élèves en général et nos profs sont disciplinés. Moi, j'ai été agréablement surpris par l'esprit des élèves qui ont été à l'école ces 2 semaines. Responsabilité, dignité, sérieux, et vraiment, moi j'étais très content, d'abord j'étais très content de les voir, une école sans enfants, à quoi ça sert? Même une belle colline, ça n'a aucune importance, aucune valeur. Mais j'ai trouvé que profs et élèves en général étaient très responsables dans leur manière de gérer les consignes de santé. Mais cela n'est pas une garantie à 100% que rien ne va se passer. Et la preuve, on a eu des élèves qui ont eu le corona, des profs, 2 préfets, des gens qui ont le corona, et des gens, même une seule personne qui est dans une situation un peu critique à laquelle on pense beaucoup parce qu'elle fait partie des grandes figures de ce collège. En parlant de Fadi Hatem, nous sommes très touchés que Fadi, jusqu'à maintenant, est toujours à l'hôpital. Et vous savez, Fadi fait partie des piliers du collège. Peut-être vous avez été chez lui en tant que prof de maths en terminale. Et puis, il nous a beaucoup aidés et j'espère qu'il va s'en sortir malgré tout. Est-ce que c'est suffisant? Moi, je suis prêt à recevoir un audit extérieur. S'il y a quelqu'un de l'extérieur qui veut venir à l'école, mais bien sûr dans un esprit positif, nous aider à voir tel ou tel aspect, améliorer tel ou tel aspect, nettoyer là, désinfecter là-bas, on est toujours prêt. Et s'il y a un cas d'élève, par exemple, qui sont les élèves qui vont être placés en quarantaine? Seulement ceux de l'autocar, ceux de la classe? Comment ça se passe exactement? C'est très compliqué. Je ne sais pas si vous savez ce qui se passe dans d'autres pays, mais je peux prendre l'exemple de Dubaï. Et je peux prendre l'exemple de quelques écoles que je connais en France, à Paris notamment. Les élèves sont confinés dès qu'il y a 3 classes vérifiées en classe. Au Liban et à Jamour, dès qu'il y a un cas en classe, on essaye de confiner le groupe qui est présent avec cet élève. Pour l'autocar, les 6 élèves qui sont autour de lui. Est-ce que c'est suffisant? Peut-être pas. Est-ce que ça serait réaliste qu'on ferme la division ou l'école ou les tocards dès qu'on a un cas avéré? À mon avis, non. Il faut accepter la règle du jeu. Et la règle du jeu, en ouvrant les écoles, qu'on prend tous un certain risque. Et celui qui ne veut pas prendre de risque maintenant, franchement, ne vit pas, passera son temps à la maison. On est en train de prendre tous, maintenant vous êtes avec moi. Et on a été obligé d'enlever notre masque pour parler. Vous savez, on prend des risques, même si je suis sûr, j'ai une pharmacienne devant moi et quelqu'un qui s'occupe très bien de sa santé, alors je n'ai pas peur. Oui. Moi, je ne suis pas ni soucieux, je n'ai pas peur, mais on prend un risque. Okay, on prend un risque. Et si on ne prend pas ce risque, on n'aurait pas pu faire ça. Vous voyez? C'est-à-dire, le risque nous accompagne, peut-être le risque va nous accompagner longtemps. Il y a des gens intelligents comme Bill Gates qui nous parlent maintenant d'une deuxième vague, deuxième série de virus qu'on ne connaît pas. Les gens commencent à se poser des questions. Est-ce que vraiment ces virus, c'est une affaire naturelle ou il y a des gens qui les lancent dans cet univers pour des raisons économiques, pour des raisons... J'en sais rien. Enfin, j'en sais rien. Mais moi, j'ai dit depuis l'année dernière que coronavirus, Covid-19, ne sera pas le dernier virus. Il faut qu'on se prépare à autre chose. Et peut-être le coronavirus va nous aider à se préparer à autre chose. Vous me posez la question quoi? Je vous réponds tout simplement, je ne sais pas, mais la possibilité d'un autre genre de virus est réelle. En hiver, on pourra aérer les classes aussi, on va laisser les fenêtres ouvertes. Il faut aérer les classes parce que ça fait partie des recommandations. On va les aérer. On laissera les fenêtres ouvertes toute la journée. Pas tout le temps, non, parce que sinon ils vont tomber malades et ils vont avoir d'autres soucis. Les symptômes du corona. Alors la difficulté pour nous, comment après séparer les symptômes d'une grippe carabinée d'un corona? On n'est pas tous médecins et même un médecin peut parfois douter des symptômes. C'est pour cela ceux qui ont la possibilité peut-être de se faire vacciner
pour la grippe, il nous aide. Mais je sais qu'il n'est pas encore au Liban et c'est un peu compliqué. Mon père, avant de continuer avec la Covid-19, il y a beaucoup de questions qui viennent concernant les 12e. Peut-être on pourra demander aux parents de discuter directement avec les préfets et de suivre au cas par cas, parce que c'est en fait la question des cours en distanciel qui ne seront plus présentes quand les enfants viennent à l'école. Donc quand il y a un système hybride et que les enfants viennent à l'école, pour la 12e spécialement, les cours en distanciel sont suspendus. Parce que l'expérience a montré qu'avec cet âge, le distanciel est presque pas réussi, soyons réalistes, mais ils vont changer de pédagogie d'une manière à ce qu'ils tablent un peu plus sur la qualité du travail à l'école pour qu'on puisse arrêter le groupe un jour sur 2. Est-ce que c'est une formule idéale? Non. Est-ce que c'est la meilleure à l'heure actuelle? C'est ce qu'on croit, mais on peut avoir tort. Parce que nous aussi, on est en train d'essayer des formules et malheureusement, on ne va pas pouvoir vraiment juger nos formules qu'à long terme. On va voir ce qui va rester de cette année, une année et demie, l'année prochaine, j'espère, si on a une année tranquille. C'est là où on va voir le niveau des élèves, c'est là où on va peut-être détecter, où on va pouvoir se critiquer un peu mieux que maintenant. Revenir à la Covid-19, est-ce que pendant les 2 semaines où les élèves étaient là, vous avez parlé du risque de contamination? Oui. Est-ce qu'il y a eu une contamination qui a été faite parce que les enfants sont à l'école ou est-ce que les enfants se sont contaminés entre eux Écoutez, j'aurais aimé être le bon Dieu pour pouvoir répondre à cette question et pour vraiment détecter le cours et le parcours du virus. Est-ce que ça s'est passé? Je dirais peut-être. Les cas que j'ai eu vent de quelques cas, c'était des élèves de l'extérieur, enfin ils ont attrapé le virus de l'extérieur. J'ai le cas d'une secrétaire aussi qui a été vraiment fortement touchée par le corona et elle a refilé ça aussi à d'autres personnes, probablement à l'école. Ça peut arriver. C'est le seul cas de contamination à l'interne et c'est possible, on n'est pas sûr. Parce qu'encore une fois, comment on peut être sûr que j'ai attrapé ce virus de X et pas de Y? Il y a une forte possibilité que ce soit une contamination à l'interne. Mais franchement, je ne peux pas dire plus, sinon je dirais du n'importe quoi. Je ne sais pas. Mais la possibilité d'une contamination à l'interne est réelle. Alors, il faut dire aux parents la vérité. Elle est réelle. Une question que je viens de lire aussi qui vient des parents. Est-ce que le club sportif reprendra, réouvrira? Vous avez... Encore une fois, vous savez, j'ai dit en matière de santé, moi je me sens plus servile que jamais dans ma vie. Je n'ai jamais été aussi servile, surtout quand il s'agit de l'État libanais peut-être. Mais il y a des consignes qu'on doit respecter. Si l'État nous donne la possibilité d'ouvrir le centre, on va essayer quand même de l'ouvrir. Pourquoi? Parce que quand même le sport, dans l'absolu, c'est utile pour les élèves, c'est utile pour les parents, et parce qu'aussi on a un souci économique, peut-être c'est pas le lieu de le dire, mais le centre sportif est déficitaire presque tous les ans, et ce n'est pas bien d'avoir un centre aussi important fermé. C'est un vrai souci pour nous. Mais je peux promettre une chose, et là ça relève un peu du père Denis qui s'occupe directement du centre. Je peux promettre une chose, que dès qu'on a la possibilité d'ouvrir, on va ouvrir parce que nos équipes sont prêtes et les nettoyages, les désinfections, tout cela est prêt. Mais il faut qu'on ait le feu vert de l'État, du ministère. Et pour les activités de l'ESA, c'est la même chose ou pour cette année, c'est... Pour le moment... Ce sera difficile. Je ne sais pas. Est-ce que vous croyez qu'il y a beaucoup de parents prêts à envoyer leurs enfants après 2h30 pour l'ESA? Moi, je n'en verrai pas, personnellement. Et vous savez, on a un problème réel. Comment m'engager avec des entraîneurs et des gens et peut-être avoir 20% ou 10% des cours parce qu'il y a des enjeux là, encore une fois, économiques et autres. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Mais je vous promets que si on a une formule un peu stable, si la situation du corona dans le pays va être à peu près stable,
on peut reconsidérer notre décision concernant l'ESA parce qu'encore une fois, il n'y a aucune décision fermée. Ce ne sont pas des absolus. C'est des choses qui sont dictées par la situation. Et à travers le comité des parents, dans vos réunions, si vous trouvez que le moment est opportun pour reprendre les activités, on peut en parler, on peut l'étudier, je peux en discuter avec les responsables et on verra. Les vacances de Noël. La grande question. Oui, écoutez, j'ai réalisé, je m'attendais à cette question. Parce que c'est une question constante de tous les ans. Pour les vacances de Noël, il y a quand même, je dirais, un temps sacré. Et je n'ai pas le temps pour entrer dans tous les détails, mais 24/2, c'est un temps, quoi qu'il arrive dans le pays, c'est un temps de vacances. Et je pense, vu la situation du pays, c'est sûr, pratiquement, les vacances vont commencer le 23 dans l'après-midi et ils vont se terminer, on m'a dit le 4 parce qu'il y a un week-end le 2. Alors ça va être jusqu'au 4. C'est toujours l'espace entre les deux fêtes qui est un espace quand même, je dirais, spirituellement, humainement, familialement, c'est un espace très important. Alors, mais on ne va pas prendre les vacances habituelles de 17 et de 18 jours. Je pense que vraiment c'est hors contexte cette année. Il y a des gens qui ont encore un peu d'argent pour voyager. Moi, personnellement, je ne peux pas voyager. Je trouve que j'ai pratiquement annulé tous mes voyages, qui sont toujours pressés pour savoir c'est quand les dates. Alors, je préfère vraiment que personne ne demande des permissions, sauf si on est à distance, pour les vacances de Noël. Tout le monde est censé être à l'école. Voilà. Je profite pour lancer cet appel et aux parents et aux professeurs. On est censé être au Liban, et puis voilà. Tachel, on a beaucoup de questions encore concernant la présence des élèves quand les élèves sont en classe. Oui. Et surtout pendant la saison hivernale maintenant, tout le monde veut que les fenêtres soient ouvertes et les profs et les élèves ont peur peut-être de ne pas attraper la Covid, mais peut-être un autre virus. Écoutez, qu'ils viennent comme des Esquimaux à l'école, avec, je ne sais pas, 2-3 tranche-côtes et anorak et chandail. C'est-à-dire, écoutez, ce qui dicte ce genre de décision, c'est toujours le bon sens. Je n'aime pas trop avancer des formules toutes faites. Non, c'est le bon sens. La consigne, c'est d'aérer les classes. Faut-il les aérer tout le temps? Bien sûr que non. Est-ce que vous, dans votre maison, dans un mois ou dans 2 semaines, quand on va voir la neige sur Sanil, est-ce que vous allez avoir les fenêtres tout le temps ouvertes? Bien sûr que non. Et à l'école, on va faire la même chose. Et vous savez, même dans une année ordinaire, même en plein hiver, ça sent quand vous gardez une classe fermée plus qu'une heure. Alors, normalement, on aère. D'accord. Encore une question qui arrive. Est-ce que vous avez étudié la formule du semi-présentiel, 5 jours de suite pour le même groupe, et ce groupe reste à la maison pendant la semaine qui suit? On n'a pas étudié, on a opté pour la formule actuelle pour une simple raison, qui est plutôt pédagogique, et peut-être peu de gens, peut-être pas tout le monde comprend ça. Un enfant a besoin d'être dans la régularité d'un rythme. Une semaine à la maison, une semaine à l'école, à chaque fois, il est complètement déconnecté, et pour reprendre les activités, ça va être dur. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous avons opté pour la formule de transmission en direct. Nous faisons tout pour que l'enfant sente ou vive que l'école est là, malgré la situation. Il y a des gens qui m'ont recommandé cette histoire d'1 semaine sur 2. Franchement, j'avoue que ça ne m'a pas convaincu, mais peut-être je changerai d'avis. Mais pour le moment, ça ne m'a pas convaincu. Parce qu'on a beaucoup de difficultés avec les élèves, et maintenant, à la rentrée, vous allez voir, ça va prendre du temps pour que les élèves s'habituent au rythme scolaire. À chaque fois où les élèves s'absentent, il y a un effort à faire pour qu'ils soient à nouveau dans le bain. Encore une question sur Facebook. Avec cette numérisation grandissante, allez-vous autoriser désormais les tablettes et le support numérique, du moins pour les secondaires? J'ai aimé le mot grandissante. Écoutez, on n'est pas encore prêt à ça, mais j'ai l'impression que ça ne va plus tarder. Parce que je pense que une des difficultés, et cette difficulté, elle est partout dans le monde, pas seulement chez nous,
Vous savez, il y a des États aux États-Unis qui ont eu ce système et après ils l'ont changé. Parce que donner accès à un élève, d'avoir accès tout le temps à contacter le monde entier à partir de sa classe, quand même, on n'est pas encore prêt à ça. Et puis, le degré de concentration des élèves, une fois ils sont toujours branchés, n'est pas du tout assuré. Ce qu'on peut faire, et ce qu'à mon avis il faut faire, il faut avoir des ordinateurs et des tablettes un peu spécialisés pour l'école, qui donnent accès par exemple à des sites vraiment scolaires, des sites culturels, etc., mais qui ne donnent pas accès à tout en même temps. Mais ça demande vraiment... Ça demande une expertise que je n'ai pas. Moi, je dois recourir à des experts en la matière et ça demande des moyens qu'actuellement on n'a pas. Mais franchement, je vous dis, j'espère mettre en place la numérisation de l'école, pas mettre en place, lancer le projet, au moins au niveau de la réflexion, avant de terminer mon mandat avant correcteur. Parce que je pense d'ici 5 ans, je pense que quand même la numérisation va s'imposer un peu partout, surtout après l'expérience du Covid. Pechel, il y a aussi des questions qui sont sur Facebook concernant les enfants, parce qu'on parle d'évaluation maintenant, et concernant les élèves qui ratent pour une raison ou une autre les évaluations. S'ils sont confinés par exemple à cause d'un cas contact, si pour une raison ou pour une autre ils ont dû rater une évaluation. Oui. Écoutez, je n'aime pas beaucoup l'expression une raison ou une autre parce qu'il s'agit de savoir la raison. Et encore une fois, je vous dis et je vous assure que souvent c'est le bon sens. Un élève confiné à la maison parce que quelqu'un dans sa famille a eu le virus, bien sûr il ne doit pas venir à l'école et bien sûr on comprend qu'il ne puisse pas présenter son évaluation ou l'examen et on va trouver un autre moment pour cette évaluation. Mais avancer des raisons abracadabrantes et un peu à la limite, on invente des raisons pour ne pas faire des évaluations, c'est là où on ne va pas accepter. Et là, je demande vraiment à travers vous, à tous les parents de nous aider. Il ne faut pas qu'on joue trop avec l'école, avec cette histoire de raisons qui ne sont pas vraiment valables. Parce que nous, on fait ce travail en leur nom. L'enseignement qui se fait à l'école, ça se fait au nom de parents. Et nous, on a à cœur que les élèves aient un bon niveau, que les élèves travaillent. Et ce n'est pas la peine de travailler avec deux mentalités entre l'école et les parents. Tout à fait. Voilà. Une question de quelqu'un qui a au petit collège justement. Est-ce que les classes peuvent être divisées en deux groupes, online et présentiel? Parce qu'il y a beaucoup apparemment d'absence au petit collège. Can you please ask him if the class be divided in two groups, online and présentiel? Il y a d'abord un souci logistique et il y a d'abord une question beaucoup plus importante, ça veut dire on va doubler le nombre de profs. Et c'est la chose à laquelle beaucoup de parents ne pensent pas. Parce que vous avez un prof par groupe de 34. Quand on divise le groupe en deux, il faut assurer un autre prof. Où est-ce qu'on peut avoir un autre prof? Et vous comprenez, c'est impossible. Moi, j'ai compris cette question différemment. Je ne sais pas si j'ai mal compris. Mais peut-être, en posant cette question, cette personne demande s'il y a la moitié de la classe qui ne veut pas venir à l'école et qui veut rester tout le temps online. Oui. Est-ce qu'on a la possibilité d'avoir l'autre groupe qui vienne tous les jours? Écoutez, on a étudié ça avant, depuis l'été, j'ai proposé cette formule. Est-ce qu'il y a des classes où vraiment il y a la moitié qui ne vient pas? Moi, je préfère dire à discuter au cas par cas avec le préfet, parce que j'ai déjà donné mon aval au préfet, mais je préfère ne pas en parler pour ne pas en faire une règle, vous voyez? Mais bien sûr, s'il y a la moitié d'une classe qui ne vient pas tout le temps et l'autre moitié qui est à la maison, oui, moi je suis pour que les élèves viennent, parce que mon avis, j'aurais aimé que tous les élèves soient là. Ça, c'est mon avis. Mais quand les parents n'en voient pas, ils sont en train de vous donner une durée, par exemple, je n'envoie pas mon fils jusqu'à Noël. C'est ça qui est très difficile à gérer dans cette formule, parce qu'il y a des gens qui changent d'avis en cours de route, et il y a des gens qui ne sont pas systématiques pour garder le contact avec l'école, pour nous prévenir pour une semaine, pour 2 semaines, pour 3 semaines. C'est pour cela la question, dans l'absolu, la réponse est oui,
mais dans la pratique, il faut voir la situation de telle ou telle classe. Et vraiment, j'invite les parents à être vraiment en contact plus que jamais avec les préfets. Hier, on avait un conseil de préfecture et j'ai dit aux préfets, et je leur ai demandé de transmettre ça aux professeurs. Peut-être le contact avec le préfet et les professeurs, maintenant, peut se faire en visio. On peut, au lieu que le parent quitte son travail pour venir voir un prof, peut-être on peut faire un visio. Ça, c'est l'avantage, si vous voulez, de la situation actuelle. Et j'encourage les parents à être vraiment en contact presque permanent avec le préfet parce que c'est son rôle. Et un préfet ne peut pas gérer sa division sans les profs, ça va de soi, mais aussi sans les parents. Parce que n'oubliez pas que cette tâche est une tâche collective, même si les rôles sont différents. Donc, par souci de temps, je pense qu'on invitera les parents à référer leurs questions auxquelles on n'a pas pu répondre au préfet. Moi, j'ai encore du temps. Si vous avez du temps, j'ai pas de souci. Qui est hors contexte, mais qui est très importante. Oui. Qu'est-il advenu de l'aide française aux parents libanais? Je ne sais pas si vous avez suivi l'émission que j'ai faite sur la MTV il y a quelques mois. J'ai déjà expliqué. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Vous savez, nous sommes au Liban et dès que les gens ont appris que la France va nous aider, ils se sont précipités à présenter. Bien sûr, tout le monde mérite une aide dans la situation actuelle. Mais les Français nous ont clairement dit, et là je profite pour dire merci à l'État français, nous sommes plus que reconnaissants que la France vraiment soutienne nos écoles. Vraiment, un pays qui n'est pas le nôtre est venu nous soutenir. Vraiment, nous sommes dans la gratitude et dans la reconnaissance. Ils nous ont dit clairement qu'on ne peut pas aider tout le monde. Nous avons un budget qui a été alloué à cette opération. On va distribuer ce projet sur les écoles. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et je peux dire aux parents qui m'écoutent que nous avons reçu dans nos comptes bancaires, je pense que c'était jeudi, la première partie qui concerne Jamouge, et on va recevoir, ou on l'a déjà reçu, la deuxième partie qui concerne Saint-Grégoire. Si vous voulez, je préfère vous donner des chiffres. Si je suis les demandes des parents telles qu'ils ont été présentées auprès de notre service social, il fallait que la France paye quelque chose comme 3,5 milliards en aide. Vous voyez que le chiffre est élevé. La France a donné exactement, je tiens vraiment à la virgule près, c'est pour cela que j'ai noté, 1,351,018 750 livres libanaises. Ça veut dire pratiquement le tiers. Pourquoi? Je n'ai pas à dire pourquoi. Parce que l'État français est souverain, ils ont eu les dossiers, ils ont vu la situation de chaque famille et ils ont décidé de donner à certaines familles et ils ont donné moins à d'autres et ils n'ont pas donné quoi que ce soit à d'autres. C'est la vérité. Maintenant, je dis à toute la communauté que nous, on n'a jamais laissé un enfant dans la rue à cause d'une question d'argent. Même si les temps sont plus que difficiles, inutile de m'étendre là-dessus. Mais les parents qu'on a soutenus dans les années précédentes, on va continuer à les soutenir. Il y a des parents qu'on doit soutenir à partir de cette année. C'est ma promesse, on va les soutenir. On va les soutenir. Et vraiment, je dois faire un témoignage. Vraiment que Dieu nous envoie des gens pour nous aider. Et je ne sais pas d'où ils viennent, ces gens. Mais c'est pour cela que je vous ai dit que le nom Notre-Dame de Jamouge, c'est un nom à la limite presque sacré. Il y a une barque. Et je n'ai pas de souci pour comment on va aider. Ne vous me posez pas la question maintenant comment. Mais d'ici la fin de l'année, je pense que je vais aider toute personne qui va demander. Mais vous comprenez, les gens qui nous donnent de l'argent nous demandent moralement et éthiquement de vérifier qu'on donne l'argent à ceux qui y ont vraiment besoin de cet argent et pas n'importe comment. Parce que, vous comprenez, à la libanaise, il y a de l'argent qui vient de l'État français, yallah, il faut profiter. Il y a parfois une mentalité de profiteur. Pas beaucoup dans notre communauté, pour être juste. Vraiment, les gens en général sont extraordinaires quand on parle argent. Nous avons une communauté exceptionnelle. Mais je parle au niveau du Liban. Il y a eu des endroits où les gens ont demandé, et les Français ont eu l'impression qu'il y a des gens qui profitent, alors ils ont un peu freiné. Donc les parents qui en bénéficient ont été prévenus? On a commencé à les appeler pour Jamhour et je pense au cours de la semaine prochaine pour Saint-Grégoire. Et encore une fois,
que le chiffre donné à l'école vraiment est un chiffre qui n'est pas négligeable, 1,351 milliard. Écoutez, et encore une fois, ils ne sont pas obligés et je suis plus que reconnaissant. Et voilà. Mais que certaines familles ne soient pas étonnées, peut-être ils ne vont rien avoir de l'État français. Est-ce que ça veut dire qu'elles ne vont pas être soutenues? Pas du tout. Pas du tout. Tachelbel, en parlant de chiffres, en parlant du système qui a changé et de l'adaptation rapide qu'on a dû faire en tant qu'enfant, parents, profs, est-ce que vous avez un conseil ou bien une demande à nos responsables, par exemple, en tant après cette expérience? Lesquels? Vous savez, on était dans une réunion un peu très officielle avec des personnalités dans le pays très éminentes et moi j'étais un intrus et tout le monde me parlait de la sulta, l'autorité et j'ai dû arrêter à un moment donné pour leur dire, vous parlez de qui? De quelle sulta? Est-ce que de l'autorité du président de la République? Est-ce que de l'autorité du Premier ministre? Est-ce que de l'autorité du chef du Parlement? Est-ce que vous parlez de l'autorité des partis? De quoi? Mais un des problèmes dans ce pays, on n'a pas d'autorité malheureusement. Le pays est déchiré parce que nous avons échoué, et il faut le dire, et tous, j'insiste sur nous avons tous échoué, et peut-être celui qui parle en premier, à faire un pays, un État. Alors quand je dis, est-ce que j'ai un message à adresser à l'autorité? J'ai des souhaits, je suis réaliste. Je sais qu'il y a certains qui ont une petite autorité, sont vraiment avec nous, et ont le souci des écoles, mais pas tous, parce que les priorités sont différentes d'une sulta à une autre au Liban. La première chose, qu'ils nous laissent tranquilles. Et quand j'ai dit ça, les gens ont cru que je plaisantais. Mais que l'État n'intervienne pas dans nos affaires de grâce. Parce qu'à chaque fois où l'État est intervenu, ça a été vraiment douloureux. Vous savez, les gens ont oublié la crise de 2017. Vraiment, j'ai perdu ma voix à crier dans les réseaux sociaux, sur les chaînes de télévision. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Et maintenant, on est tous dans le mur. Et personne, tout le monde a oublié. Le problème que le Libanais a une mémoire très courte, malheureusement. On est des gens qui vivent un peu dans le présent et on a oublié. 2017, septembre, moi, je ne peux pas l'oublier. Parce qu'on a dit ce qui allait arriver. Et on est dans le débat économique. Pourquoi le pays est dans cette situation? Parce qu'il y a eu des interventions de l'État dans le secteur scolaire, à mon avis, qui ont été catastrophiques. Et surtout, la loi 46, ça ne veut pas dire que je suis contre l'augmentation pour les professeurs, loin de là, mais je suis pour une augmentation intelligente. Et vous savez, les professeurs sont mes collègues. Moi, je tiens à ce qu'ils vivent dignement. Ils ont des familles, ils ont des enfants, ils doivent vivre, ils doivent nourrir leur famille. Mais il faut faire ça d'une manière intelligente, pas à la manière de l'État libanais. Et maintenant, personne n'en parle. Maintenant, il y a autre chose. Vous voyez, c'est ça qui... Qu'est-ce que je demande? Je demande d'abord à nous laisser tranquilles. Deuxième chose, à qui je demande, si on nous donne des connexions Internet un peu plus rapides pour ces temps difficiles. 3, je demande qu'on ne subisse pas les décisions, je dirais mal étudiées, comme la décision du basketball hier, c'était à la limite cocasse. Et je demande si jamais, parce que l'État libanais reçoit beaucoup d'argent, mais il considère que tout l'argent est au secteur public. Pourquoi? Parce que nous sommes riches. S'ils viennent vivre avec moi dans ce bureau et ils voient l'effort qu'on est en train de faire pour vraiment avoir $1 pour faire tourner l'école, ils vont comprendre. Et nous, on aurait souhaité qu'ils gèrent l'État comme nous, on gère les institutions. Qu'ils viennent voir la transparence, qu'ils viennent voir comment on fait avec l'argent, qu'ils viennent voir comment on fait attention à tout le monde. Yaret, ceux qui ont autorité dans le pays prennent soin de leurs ouailles et de leurs gens comme nous, on essaye de faire à l'école. Qu'est-ce qu'on demande? Encore une fois, on ne demande rien, on demande la paix. Voilà. Alors, pour conclure, un conseil aux parents et aux élèves. Surtout, mon père, qu'on a beaucoup de commentaires encore qui viennent sur le port du masque, sur réduire les heures de cours. Donc, les parents sont encore inquiets quant à cette rentrée. J'ai l'impression qu'on sera amené à faire cette rencontre toutes les semaines, comme ça les parents peuvent dire tout ce qu'ils ont envie de dire.
La question concernant le port de masque est obligatoire pour tout le monde. Je pense qu'il n'y a pas à revenir sur cette décision. Autre chose. Mais il paraît qu'en 12e, ils veulent une visière à la place du masque. Qui c'est la décision qui a été prise, peut-être, oui. Vous savez, pour vous dire que moi, je fais tellement de confiance à l'équipe, je n'entre parfois même pas dans les détails. Peut-être une visière suffit. Si les parents, à travers vous, ont des questions concernant des choses précises, pardon, ce n'est pas le recteur qui va trancher ces questions. Soyez en contact avec le préfet parce qu'il est vraiment votre ami, si vous voulez. Voilà. Un dernier conseil aux parents, mon père. Un dernier conseil. Ne succombez pas au désespoir. Si j'ai un mot à dire à la communauté, on va traverser la tempête. Et le collège sera mieux qu'avant. Et le pays n'est pas condamné, contrairement à ce que tout le monde vous raconte. Je ne pense pas à ça. Parce que si on croit trop à tous ces gens qui sont désespérés, on range nos affaires et on quitte le pays. Mais excusez-moi, pour aller où? Pour aller où? Est-ce que vous croyez qu'ailleurs est mieux? Ça fait partie. Il y a eu toute une machine qui a fait désespérer les gens de leur pays, d'eux-mêmes, de tout ce qui existe. Ça, il faut qu'on lutte contre ça. Nous ne sommes pas des fétistes dans ce collège. Nous avons une tradition de résistance, bien sûr, à notre manière. Et il faut continuer à résister. On est là pour soutenir notre communauté. Nous serons la dernière institution à tomber. Ça, je l'ai dit il y a quelque temps, et je le répète. C'est pas la peine d'avoir peur. Les temps sont difficiles et compliqués, oui, mais ça ne sera pas la fin du monde. Et vraiment, moi, je ne suis pas très optimiste à court terme, mais à moyen et à long terme, je suis optimiste. Et je crois que tout ce qui se passe aujourd'hui au Liban, c'est la preuve qu'il y a des enjeux énormes dans ce pays. Et vraiment, il faut aussi avoir la foi. Moi, quand je ne parle pas comme ça, c'est une vision de foi. Écoutez, Christ est ressuscité. Qu'est-ce qui va arriver? La mort a été vaincue. Alors, c'est-à-dire, il ne faut pas vraiment être abattu et dire que c'est fini et le pays est condamné et tout le monde est mauvais et il n'y a pas d'avenir. Ce n'est pas vrai. Et vous allez voir, ce n'est pas vrai. Et les temps vont changer et l'avenir n'est pas complètement fermé. Mais il sera plus ouvert si on agit selon ce que je dis. Alors si on se met en tête qu'on est tous condamnés, en fin de compte, on sera condamné. Vous voyez ? Alors j'espère que ces quelques échanges qu'on a eus ensemble, que ce soit utile pour les parents, c'est tout ce que je peux dire. Je vous promets que si les parents le réclament, moi je suis prêt à consacrer du temps. Peut-être éventuellement la fois prochaine, on aura la possibilité de laisser les parents poser la question s'ils veulent à travers l'Internet. Ça sera en visio, on verra comment faire pour donner la possibilité aux parents de poser leurs questions. Ok ? Merci beaucoup. Merci à tout le monde, merci à ceux qui nous ont suivis et je dis bonjour à tous les élèves d'abord, aux professeurs, nos soldats, aux officiers, les préfets et les coordinateurs et j'espère qu'on va se revoir bientôt, à savoir lundi. Voilà. Merci Père Chéri. Merci beaucoup.